Je pense que c'est le seul ministre au Cameroun qui a quand même dans son CV des délits de droit commun. On se pose quand même des questions de savoir par quelle alchimie juridique tout ceci a pu arriver. Et est-ce que ce passé-là n'influence pas sa façon de voir le monde ou bien de concevoir l'État. Et il faut dire qu'il est toujours en porte-à-faux avec la justice. Il est toujours en porte-à-faux avec la justice. Son passé, je l'ai dit, même son présent. Vous constatez que c'est une personne qui se retrouve en train d'adoubler la forfaiture. Parce que, vous voyez, il reçoit les leaders déchus du PCRN, il reçoit les leaders déchus de l'UPC. Je crois que Bapo a été exclu de l'UPC, mais lorsqu'il parle de l'UPC, c'est lui qui parle. Mon confrère Djawé est président du MDR, mais lorsqu'il reçoit le MDR, il reçoit plutôt les enfants du fait d'accueil d'Assara, comme si la succession dans les partis politiques était héréditaire. C'est inacceptable. Il faut et ceci s'appelle en droit de la rébellion. En réalité, le ministre est dans le cadre de ce qu'on appelle la rébellion, parce qu'il s'oppose à l'exécution des lois, il s'oppose également à l'exécution des décisions de justice. Donc c'est des actes de rébellion que le ministre pose de manière régulière. On a le sentiment qu'il est convaincu de ce que, en dehors du système RDPC, il ne peut pas exister. Et je pense que dans un pays normal, il ne devrait pas exister. Voyez-vous, le ministère de l'administration territoriale était un ministère sensible. Il est d'autant plus sensible que les relais locaux du MINAT sont des personnes ayant fait leurs humanités. Quand on est sous-préfet, quand on est préfet, quand on est gouverneur, on a quand même une certaine hauteur intellectuelle. On a fait ses humanités, on a fait un parcours académique. Parcours que je ne sais pas si le ministre lui-même de l'administration territoriale peut revendiquer. Ce n'est pas insultant, mais je veux dire qu'il y a quand même une curiosité. Il aurait dit qu'on fait des études au Nigeria. Mais seulement, il faut savoir une chose, c'est que le MINAT est un anglophone qui ne sait pas parler anglais. Peut-être les gens ne se rendent pas compte, il s'exprime qu'en français. Parce qu'il faut entendre, il dit « the boys is in the bushes ». Les anglophones s'en sont moqués et ont même fait une chanson sur la question. Donc c'est-à-dire on a un anglophone qui ne parle pas anglais. Donc il s'exprime toujours en français. Donc vous voyez, quand vous êtes donc sous-préfet, quand vous êtes gouverneur, quand vous êtes préfet, et vous avez donc un chef de cet acabit-là, qui chaque fois qu'il s'exprime, il s'exprime avec de l'invective. Il manque de hauteur. Et c'est lui qui veut aujourd'hui passer pour un donneur de leçons. Ce qu'il faut retenir, c'est que les partis politiques d'opposition agissent même parfois avec lui, à ce qu'il le considère avec une certaine mollesse. C'est quand même le monsieur qui nous a ramené les faux observateurs de Transparency International. C'est encore le même qui a quand même essayé de vendre les kits Covid-19 au ministère de la Santé. Donc ça dit que quand vous avez donc affaire un décret présidentiel pour la nomination par le président de la République est une béatification. Ce n'est pas une béatification parce que nous avons vu qu'il y a le 10 février, le président de la République a mis en perspective une personne qu'on présentait comme étant un très grand acteur économique qui s'est révélé ne pas l'être. Donc le président de la République, par choix ou bien parce qu'il a été trompé, peut se retrouver en train de désigner des personnes qui ne méritent pas de l'aide. Tout le monde connaît de ces campostes dans lesquels certaines des dignités de la République ont été épinglées. Et ce n'est pas moi qui sais pas. Franchement, je pense que je sais manipuler mon discours. Lorsque je parle, je pense que il y a un minimum d'informations que vous êtes censé avoir. Est-ce que le ministre Atangandji ne s'est pas retrouvé dans les geôles pour des questions de délits de droit commun? Si vous ne le savez pas, moi ça me pose problème. Non, je ne sais pas quoi. D'accord, vous n'êtes pas au courant, donc je vous informe donc. Et je vous informe en disant donc il y a quelque chose également que vous devez pouvoir savoir, c'est que là où on attend le ministre Atangandji, on ne le retrouve pas. Mon confrère dit tout à l'heure c'est-à-dire que les questions de sécurité sur le territoire relèvent de ses fonctions. Il y a eu dans ce pays, dans un passé très récent, des événements à Meyo, à Sanmelima, en Gomezap, pour lesquels
on n'a pas entendu le ministre. Et je pense que ces événements sont suffisamment plus graves que ce qu'il semble vouloir dénoncer, qui en réalité ne mérite pas d'être dénoncé. Les partis politiques sont dans le rôle qui est le leur. Il ne faut pas que les gens fassent bon marché de la loi, qu'ils utilisent la loi comme étant un marchepied. Comment vous pouvez expliquer qu'on essaie sur les plateaux de télévision de nous dire que la liste nationale serait la somme des listes qu'on publierait sur le plan départemental. Lorsque la loi veut dire qu'on publie devant un bureau de vote, la loi le dit. Lorsque la loi veut dire qu'on publie la liste nationale, la loi le dit également. Nous, juristes, nous avons l'habitude de dire « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ». Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. La loi, donc, c'est-à-dire que dans sa rédaction, relativement par exemple à la publication de la liste électorale nationale, n'a pas fait cette précision qu'elle essaie de nous imposer, par exemple, Madame Bell, comme elle a fait tout à l'heure. Donc, et je voudrais également dire qu'en réalité, il y a une espèce de dissémination, même de contagion de la violence institutionnelle au Cameroun. Et le ministre attend il semble en être un chantre. Parce que lorsque vous allez, peut-être que vous allez considérer que c'est une digression, mais lorsque vous voyez les Bibi Ngota, les Martinez Zogo, les Ouazizi, ce sont des cas de violence institutionnelle. Ce sont des personnes que la violence institutionnelle a conduit à la perte de la vie. Pour ça, on ne dit rien. Mais pour des questions, je ne vais pas dire périphériques, mais pour des questions peut-être de moins d'importance, on se retrouve à vouloir nuire gravement aux citoyens. Et quand vous avez dit, c'est le ministre qui dit que quand on porte les œufs sur la tête, on ne doit pas chercher la bagarre. C'est le ministre qui dit qu'il va envoyer les abeilles aux gens. Les gens vont se retrouver au pays de si je savais. Les gens disent que c'est les serpents qui vont envoyer les serpents affamés aux gens. Ce n'est pas un discours. Qui fait un discours d'un minate. Nous avons connu des minates. Je vais vous dire, je partage absolument ce qui a été dit par mon confrère tout à l'heure. Lorsque le ministre René Emmanuel a dit qu'il lui aussi a été minate, quand il prend la parole, il ne faut pas d'accord avec lui. Il vous impose le respect, par la manière avec laquelle il s'exprime, par la manière avec laquelle il aborde les questions. Lorsque vous avez eu ici les Kungouedjima, les Anzi Tsungi, lorsque vous voyez ces personnes-là qui ont occupé le même sacontin, les Malafa Amidouaya, comment vous réussissez à réconcilier la statue de ces personnes-là avec celle du ministre de l'administration territoriale que nous avons aujourd'hui? Parce qu'il faut se dire que même le casting qui a été fait à un moment donné pose problème. Parce qu'il intervient même dans les domaines qui ne sont pas les siens. Quand on parle des questions qui ont trait à la communication aux journalistes, il se retrouve en train d'intervenir. Sur toutes les questions qui l'intéressent, qui l'intéressent dans son ministère, il intervient. Et ça finit par poser problème. Ça crée le désordre dans lequel la cacophonie dans laquelle nous nous retrouvons. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut interroger à un moment donné les humanités que les uns et les autres ont fait, le parcours académique des autres. Parce qu'on ne peut pas prendre, je veux dire, qu'on ne peut pas prendre par exemple un forgeron pour diriger les avocats. Vous comprenez, donc c'est des choses qui semblent élémentaires, mais c'est de la vérité. Un forgeron ne peut pas diriger les avocats, c'est pas possible. Il y a des ministères qui ont eu certaines sensibilités pour lesquelles il faut avoir des gens qui ont eu certaines hauteurs dans le discours, et hauteurs dans l'attitude, qui malheureusement fait défaut aujourd'hui au ministre de l'administration territoriale. Qu'est-ce qu'il reproche aux formations politiques en général, aux partis d'opposition en particulier? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait des reproches aux formations politiques et en particulier au MRC. Il avait fait des reproches, il a même eu des problèmes avec 3 autres formations politiques avant même le MRC. Je pense à l'UPC, je pense au CPP, je pense au PCRN, dont il avait décidé unilatéralement de désigner des présidents en violation de la loi. Et nous savons quelle a été l'issue, n'est-ce pas, de ces affaires-là, parce que les affaires ont été portées devant la justice. Et c'est pour cela que c'est très intéressant. Chaque fois que les partis politiques de l'opposition sont attaqués, parce que je pèse toute l'expression attaqués par le MINAT, ils se réfèrent à la loi. C'est-à-dire, ils font appel à la justice. La justice doit trancher. Parce que la justice est le régulateur social. Que ce soit pour le CPP, que ce soit pour le PCRN, que ce soit pour le MRC, que ce soit pour toutes les autres formations politiques de l'opposition qui ont eu vraiment des échanges avec le MINAT. Chaque fois, ils sont allés devant la justice. Et la justice a tranché.
Et nous savons que dans le cas, par exemple, du CPP, la justice a tranché jusqu'au niveau le plus élevé, à la Cour suprême. Et je me permets ici de lire, n'est-ce pas, la décision de la Cour suprême dans cette affaire qui concerne notamment l'État du Cameroun à travers le MINAT contre le CPP. Nous avons lu quelques extraits, notamment au niveau des conclusions, parce que c'était l'arrêt. Ici, nous avons des extraits de l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la Chambre administrative de la Cour suprême, siégeant en session de contentieux de l'annulation et des questions diverses dans la cause. Et j'ai lu la conclusion, parce que là, il y avait un pouvoir du MINAT. Ils avaient saisi la Cour suprême, et voici la décision. Par ces motifs, la Cour suprême, voici ce qu'elle avait décidé, statuant publiquement en section du contentieux de l'annulation et des questions diverses, à l'unanimité des voix des membres de la collégialité, décide, article 1er, le pouvoir est recevable en la forme. Article 2, au fond, il n'est pas justifié. Il est par conséquent rejeté. Article 3, les dépenses sont laissées à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par la Chambre administrative de la Cour suprême, statuant en cassation, en son audience publique ordinaire du mercredi 12 janvier 2022, en la salle des audiences de la Cour où siégeait, je ne sais pas si je dois lire les noms, je peux les lire, ils ne sont pas nombreux, M. Emmanuel Sandeux, président de la section, président, M. Jean-Marie Bongueno, conseiller à la Chambre administrative, et puis les autres membres, en présence de M. Henri Eboa, avocat général à la Cour suprême, occupant le banc du ministère public avec l'assistance de Maître Amélie Hélène Mvé, greffier. C'est pour vous dire que chaque fois que le MINAT s'est attaqué aux partis politiques de l'opposition, ils ont réagi conformément à la loi, en saisissant les tribunaux, en saisissant la justice. C'est ça le respect de la loi. Je vais peut-être rappeler, juste pour la gouverne des téléspectateurs, que là, vous rendez public un extrait de l'expédition, enfin la décision définitive rendue par la Chambre administrative de la Cour suprême, oui. Parce que dans les faits, il faut rappeler que en 2018, le ministre de l'administration territoriale avait désigné des responsables au sein des partis politiques, parmi lesquels le CPP, l'UPC, entre autres. Et dans ce cas-ci, effectivement, le CPP et même l'UPC avaient saisi d'abord le tribunal administratif pour contester cette décision. Une décision a été rendue, décision contestée par le MINAT qui a saisi la Cour d'appel. Et au niveau de la Cour d'appel, une décision a été rendue en faveur de ces partis politiques. Et le MINAT, une fois de plus, a contesté la décision de la Cour d'appel et a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême. Et c'est donc cette décision-là que vous êtes en train de rendre publique sur l'affaire de ces formations politiques. Tout à fait. Et je voudrais dire ici, et c'est important également, parce que lorsque le MINAT interpelle une formation politique en ce qui concerne son insistance à vouloir faire appliquer la loi, parce qu'en fait, dans cette affaire, pour laquelle le MLC ou son leader subissent un reproche du MINAT, c'est qu'ils ont tenu à ce que l'article 80 de la loi électorale soit appliqué. C'est-à-dire que le ELECAM publie la liste électorale nationale, qui jusqu'à présent n'a pas encore été publiée. Or, la loi dit chaque année au plus tard le 30 décembre. C'est la conformité à la loi quand les responsables de formation politique vont vers la justice pour savoir qu'est-ce qui c'est, pour savoir exactement à quoi s'en tenir. Je ne vois pas un manque, un non-respect à la loi. Ça, c'est un point. Le point, c'est par rapport à ELECAM, justement. Parce que le MINAT se comporte également comme si ELECAM était une institution ou un organe qui dépendrait du MINAT. Je dis bien, le ministre de l'administration territoriale se comporte comme si ELECAM était un organe qui dépendrait du MINAT. Ce qui n'est pas le cas. Parce que ELECAM, d'après la loi numéro 2006/011 du 29/12 décembre 2006, portant création, organisation et fonctionnement de l'ELECAM, dit ceci à l'article 1er. Je cite, notamment le paragraphe 2. Elections Cameroun est un organisme indépendant, chargé de l'organisation,
de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Le paragraphe 3, Elections Cameroun exécute ses missions dans le respect des dispositions de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur. Et je dois ajouter, c'est aussi important, au niveau de l'article 2 de la loi portant création de l'ECAM, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2. Les membres d'Elections Cameroun, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée. C'est important quand je souligne cet article 2, paragraphe 2 de la loi sur l'ECAM, parce que nous avons vu et constaté que dans les échanges entre le MINAT et l'ECAM, chaque fois, on avait le sentiment que le MINAT convoquait ou sollicitait ou donnait des ordres à l'ECAM. Il n'a pas d'ordre à donner à l'ECAM, qui est un organisme indépendant d'après la loi, d'après la Constitution. Est-ce que vous comprenez ce ping-pong-là, cet échange quand même assez, j'ai failli dire, tendu? Mais déjà, je comprends que Madame la députée, ma concitoyenne, Madame Malice Doualabel, apparemment n'a pas compris la problématique du débat sur cette thématique-là, parce que elle dit à la fin de son propos que d'après elle, l'honorable Nietzsche n'a rien fait de mal. Il ne s'agit pas de dire si l'honorable Nietzsche a fait quelque chose de mal ou pas. Il s'agit de dire si la réponse de l'honorable Nietzsche est proportionnée par rapport à l'action, l'acte qui a été posé par le ministre Atangandji. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le ministre Atangandji est malheureusement une autorité administrative qui, au fil du temps, s'illustre par des formes de surenchère. La première forme de surenchère, c'est la surenchère verbale. C'est-à-dire le fait de toujours donner une connotation gravissime à des événements ou bien des actes dont la portée est pourtant proportionnée par rapport au contexte de la liberté d'expression, de la liberté d'action des partis politiques. Lorsqu'un parti politique dénonce le fait que l'ECAM se refuse de publier la liste électorale nationale, au plus tard le 30 décembre de chaque année, comme la loi le dit, le parti politique est dans son droit, à deux titres. Premièrement, au nom de la liberté d'expression. Deuxièmement, en tant que parti politique habilité à remettre en cause des positions prises par un organe en charge des élections qui ne seraient pas des positions conformes à la loi. Je suis très embêté quand j'écoute Madame la députée utiliser des termes assez subtils pour un peu imbéciliser les législateurs, parce qu'elle dit que la liste nationale, c'est la liste nationale, c'est l'ensemble des listes, c'est-à-dire l'ensemble des listes, peut-être communales. Non, le législateur n'a pas été bête. La liste nationale, c'est une liste qui peut être consultable sur un support unique. Ça peut être un support sur papier, où vous avez affiché dans un espace unique, ou bien un support numérique où à l'ouverture, vous avez accès à tous les noms de 7 millions, quelque chose d'électeurs qui sont inscrits. Donc la liste nationale ne peut pas s'entendre des listes communales. Auquel cas, le législateur, sachant que l'enregistrement des électeurs est fait par le démembrement de l'ECAM au niveau communal, aurait dit liste communale. Parce qu'il faut bien qu'on soit d'accord. La nation, ce n'est pas la commune. Voilà, bon, maintenant que je dis ça, je vais évoluer en disant que M. Atangandji, Edmond a bien fait de donner la position, parce que je veux peut-être analyser la décision de justice qu'il a présentée sur un angle beaucoup plus peut-être pédagogique. Pour moi, il s'agit d'une façon pour la justice de dire, en des termes peut-être pas directs, que Atangandji est coutumier de l'excès de pouvoir. Ça veut dire que c'est un ministre de l'administration territoriale qui s'immisce dans le fonctionnement des partis politiques, qui prend des décisions en lieu et place des membres du parti politique. Et lorsque les décisions sont contestées, arrivent en justice, la justice le déboute. Ouais. Lorsqu'une autorité administrative pose un acte qui va au-delà des pouvoirs légaux qui lui sont reconnus, on appelle ça l'excès de pouvoir. Et Atangandji est coutumier de ça. Ça se voit même d'ailleurs. Il y a d'autres partis d'opposition qui sont dans la même posture et qui sont en procès contre Atangandji. Donc je ne pense pas que les propos qu'il a tenus, il y a de cela quelques jours, soit nouveau pour ceux qui savent comment ce ministre fonctionne. Donc maintenant, la vraie question qu'on doit se poser est celle de savoir si on est dans un contexte où on a quand même un gouvernement, un chef de gouvernement,
Est-ce qu'on devrait tolérer des écarts de langage dans un environnement camerounais où on voit bien que il y a quand même, le Cameroun est un peu comme une petite chaudière parce que les gens en ont marre de ce que les règles ne soient pas respectées. Quand le gouvernement ne dit rien, comment est-ce qu'on doit interpréter cette inaction-là? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, le RDPC a décidé de mettre sur pied un environnement d'intimidation, de menaces vis-à-vis des partis politiques de l'opposition et a commis M. Atangandi à cette tâche-là. C'est la raison pour laquelle on voit très bien qu'il a des patrons. Le Premier ministre est le patron de Atangandi. Il y a la présidente de la République qui ne dit rien. Mais tout le monde s'accorde à dire que le ministre Atangandi est coutumier des écarts, je dirais même des excès dans le langage. Il est dans une posture provocatrice, c'est-à-dire une posture même à la parole incendiaire. Tout le monde voit ça. Mais moi je ne veux pas croire qu'Atangandi agit comme un électron libre. Non, je ne veux pas croire. S'il agissait comme un électron libre, il ferait l'objet de remontrances de ses patrons. Oui, mais en même temps, vous n'avez pas d'éléments pour montrer que c'est le RDPC qui a mandaté. Non, attendez, comprenez très bien le raisonnement du Val. Je pense qu'il est militant du RDPC. Il est membre du gouvernement. Le gouvernement actuel est à dominante RDPC. Le président du Cameroun est président du RDPC. Le Premier ministre est membre du RDPC. Donc, à deux titres, Atangandi devrait se faire remonter les bretelles. Comme d'abord ministre du gouvernement, ministre de la République, par le Premier ministre ou bien au demeurant le président de la République. Mais si cela n'est pas le cas, ça veut dire que ce qu'il fait va dans le sens de ce qui est souhaité par le parti au pouvoir. Maintenant, même sur le plan au sein du RDPC, je pense que les partis politiques ont une philosophie de fonctionnement qui est commune, parce que les valeurs de fonctionnement des partis politiques sont harmonisées. Ça veut dire que les principes, un parti politique ne peut pas accepter en son sein un membre va-t-en-guerre qui tient des propos réguliers de nature à mettre le Cameroun à feu et à sang. Parce que ce qu'il faut dire, c'est ça. C'est une faute disciplinaire énorme qui doit être sanctionnée à l'intérieur du parti politique. Alors, donc, vous estimez que ces patrons, entre griffes, dont vous donnez les indications, devraient lui remonter les bretelles pour la surenchère verbale? Oui, ils devraient lui remonter les bretelles. Maintenant qu'ils ne le font pas, à mon avis, c'est une forme de connivence. C'est un peu que Atangandi est un peu considéré comme l'agneau du sacrifice qui est destiné au sale boulot. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Vous dites surenchère verbale, mais il y en a qui estimeraient que bon, c'est sa façon à lui de s'exprimer. Non, un ministre parle avec... Non, vous savez, quand vous êtes ministre, vous ne parlez pas pour vous. Vous parlez pour le compte de la République. Vous devez avoir de la réserve. Vous devez avoir de la retenue. Vous devez avoir de l'élégance. Vous devez avoir du style. Un ministre ne parle pas comme si il allait occasionner une bagarre, je ne sais pas, dans un bar à côté. Un ministre parle avec une certaine élégance, avec une certaine retenue, avec une certaine forme. D'ailleurs, ça s'enseigne dans les écoles d'administration. Ça s'enseigne. Voilà, et vous verrez qu'au sein du gouvernement, en dépit du fait que nous soyons opposés sur le plan idéologique, vous avez au sein du gouvernement, des membres du gouvernement du régime RDPC, quand ils s'expriment, on voit que c'est des gens qui sont quand même formés pour la fonction, qui parlent comme des ministres devraient s'exprimer, même si nous ne sommes pas d'accord sur le fond de ce qu'ils disent. Attendons, j'ai ça m'oublier que le rôle d'un ministre de l'administration territoriale, c'est être le coordonnateur de l'ordre public sur le plan national. Coordonnateur de l'ordre public, ça veut dire qu'en utilisant les autorités déconcentrées que sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, vous vous assurez qu'il y a la tranquillité publique, il y a la salubrité publique, il y a la sécurité publique. Et vous devez le faire de façon objective, impartiale. Quand nous voyons ce qui se passe, par exemple, à Meilleur Centre, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui a été lié à l'ordre public où des compatriotes se font attaquer par d'autres compatriotes jusqu'à aujourd'hui, au moment où je m'exprime, il n'y a pas un commencement d'enquête. Est-ce que vous avez écouté M. Atangandi dans son discours parler de Meilleur Centre? Quand vous voyez un député de la République, Mathurin Bindoua, qui fait une correspondance, il envoie à la présidence de la République pour stigmatiser un compatriote par rapport à son ennemi, et que ça ne fasse pas l'objet d'un problème au sein du RDPC. Est-ce que le ministre même qui voit ça, qui voit un membre du Parlement stigmatiser quelqu'un par rapport à son ennemi? Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que, bon, ce n'est pas le lieu de le faire, mais je pense que ça devrait interpeller quelqu'un qui est épris de bon sens. À côté de ça, il y a aussi ce que je vais qualifier des propos négationnistes. Vous ne pouvez pas avoir dans un pays une loi
qui a consacré un certain nombre de compatriotes héros nationaux et que d'autres concitoyens se peinent à venir remettre en cause le contenu de la loi en traitant des compatriotes qualifiés de héros nationaux à juste titre, en les traitant de bandits et que le ministre se taise. Sous d'autres pays, en France aujourd'hui, si vous prenez la parole pour remettre en cause le génocide ou bien l'extermination des Juifs, vous allez être poursuivi pour négationnisme. Vous serez poursuivi. Si vous, et c'est dans plusieurs pays comme ça, le Cameroun c'est le seul pays où la loi peut consacrer un statut à quelqu'un, un statut respectable par rapport à un combat qu'il a mené d'une certaine façon, mais dans l'intérêt de la nation, et que des individus viennent dans des médias publics remettre en cause ce que le législateur avait dit. Mais j'ai l'impression que Matanga dit, il devrait s'intéresser à tout ça, mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Moi, je voudrais comprendre pourquoi, à quel titre un ministre peut se sentir offusqué lorsqu'un parti politique écrit à Elekam pour demander la liste électorale nationale. Elekam ne répond pas. Le parti politique saisit le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent en renvoyant la charge de la compétence à la Cour d'appel. Le parti politique saisit la Cour d'appel selon les directives du Conseil constitutionnel. Et la Cour d'appel qui a été déclarée compétente par le Conseil constitutionnel se déclare incompétente. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et quand le parti politique s'offusque de cela, à travers une communication politique faite dans les règles de l'art, comme le jeu, les actions politiques, on trouve que bon, nous faisons de la surenchère. Même les problèmes des cartes d'identité dont Tanga dit parle. Quel Camerounais ne sait pas que les cartes d'identité au Cameroun ne font pas l'objet d'une véritable sécurisation, à tel enseigne que des étrangers ne se retrouvent pas porteuses de la nationalité camerounaise. Non, ne faisons pas un débat sur des choses que tout le monde voit. Et que certains voudraient donner l'impression que ceux qui les dénoncent sont des gens qui sont contre le pays. La vraie, il faut être capable et avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que les vraies personnes, les vrais compatriotes qui sont des dangers pour notre nation, pour la sécurité de notre nation, ce sont ces personnes-là qui remettent en cause la loi. C'est-à-dire ces personnes qui violent la loi au quotidien. Parce que le peuple qui se plaint ne se plaint pas parce qu'il n'aime pas le Cameroun, parce qu'il voudrait le désordre. Le peuple se plaint parce qu'il se rend compte qu'on lui oppose la loi, alors que ceux qui lui opposent la loi ne la respectent pas. Où est-ce qu'on en est avec l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens? Comment ça se fait que dans un pays, une disposition constitutionnelle impose aux membres du gouvernement, à des personnes qui occupent les plus hautes fonctions de l'État, de déclarer leurs biens dans le cadre d'un processus de transparence de la gestion de toutes choses publiques, et que des hauts commis de l'État décident de bloquer une disposition constitutionnelle? Mais quand vous dites que les partis politiques ne respectent pas la loi, bon, ça c'est un avis, c'est une opinion, parce que nous pensons que dénoncer l'inaction de l'État rentre dans le cadre de l'activité normale d'un parti politique. Parce que si le parti politique n'est plus habilité à dénoncer, on rentre dans une forme de conformisme. Et le conformisme se rapporte au parti unique. Et pour finir, Duval, moi je pense aussi que vous voyez très bien, nous dénonçons tous les jours le fait que Elekam ne soit pas un organe électoral indépendant. Je pense que de par la loi, il est dit que Elekam n'est pas un organe de l'administration, ne relève pas du pouvoir exécutif. Mais expliquez-moi de quel droit le ministre de l'administration territoriale peut prendre le devant pour défendre Elekam alors qu'Elekam ne se plaint pas. Est-ce que vous avez écouté un seul jour le directeur général de Elekam, le président du conseil électoral, dit que les propos des partis politiques en relation avec la publication de la liste électorale étaient des propos exagérés? Non. Mais par contre, on a souvent vu le ministre de l'administration territoriale convoquer les responsables de l'Elekam dans son bureau. Est-ce que c'est normal? Et on voudrait que les partis politiques se contentent de regarder sans rien dire. Alors, maître Moustapha Ngwana, tout le monde invite tout le monde à respecter la loi, un peu comme pour dire que c'est en face qu'on piétine la loi. Moi, je pense qu'il faut parfois interroger le passé des individus pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils agissent d'une certaine manière. Je pense que ce n'est pas fait offense que de rappeler que le ministre de l'administration territoriale a quand même un passé trouble. Il a un passé trouble qui peut, d'une certaine manière, expliquer qu'il soit très souvent de l'autre côté de la barrière ou bien qu'il soit aux antipodes de la légalité. Je pense que c'est le seul ministre au Cameroun qui a quand même dans son CV des délits de droit commun.
on se pose quand même des questions de savoir par quelle alchimie juridique que tout ceci a pu arriver. Et est-ce que ce passé-là n'influence pas sa façon de voir le monde ou bien de concevoir l'État. Et il faut dire qu'il est toujours en porte-à-faux avec la justice. Il est toujours en porte-à-faux avec la justice. Son passé, je l'ai dit, même son présent. Vous constatez que c'est une personne qui se retrouve en train d'adouber la forfaiture.